Madame, Monsieur, bonjour. André Zaleski avec vous pour une édition un peu particulière de Transversal, puisque nous la consacrerons tout entière à un phénomène mal connu chez nous et qui a de quoi surprendre, pour ne pas dire inquiéter. Il s'agit des méthodes utilisées par les services sociaux de Grande-Bretagne pour alimenter le marché de l'adoption. Ce ne sont pas des milliers, mais des dizaines de milliers d'enfants qui, sur les 40 dernières années, ont été enlevés à leurs parents, dont on a jugé qu'ils n'avaient pas la possibilité, la capacité ou la fibre familiale nécessaire pour veiller à leur éducation ou à leur épanouissement. Les parents sont pratiquement démunis d'armes juridiques pour s'opposer à cette forme officielle de kidnapping et en plus, ils risquent gros s'ils s'expriment sur la voie publique. Mais la résistance s'organise malgré tout et notamment via Internet et les sites de réseaux sociaux. Le reportage de la correspondante de la RTBF à Londres, Florence Bellone, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité à Transversal. Florence Bellone, bonjour. Bonjour André. Vous êtes en studio avec nous pour compléter l'enquête que nous allons écouter. Alors il y a de nombreux mois que vous vous êtes lancé sur ce dossier. Vous n'imaginiez pas alors être confronté à autant de situations de plus en plus incroyables les unes que les autres? Non, pas du tout, d'autant plus qu'on peut vivre en Grande-Bretagne pendant des années sans vraiment réaliser ce qui se passe. J'y suis depuis 10 ans et c'est il y a presque 5 ans maintenant que j'ai eu l'occasion de rentrer, une occasion tout à fait privée, dans un édifice des services sociaux britanniques dans le Northamptonshire, où l'on invitait des parents adoptants potentiels à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur le marché de l'adoption, à leur expliquer comment ça se passait. Et il y avait une projection de diapositives et j'ai été frappée de la profusion, la véritable profusion de petits enfants en très bas âge, blonds aux yeux bleus, des petits anges. Je sais très bien que dans les pays continentaux, on ne trouve pas ces enfants. La première chose qu'on dit aux gens qui veulent adopter, c'est attention, des enfants de Belgique, de France, d'Espagne, d'Italie, on n'en a presque pas, ce sont des enfants des communautés ethniques. Si vous n'aimez pas ça, vous ne pourrez pas adopter. Et là, c'était une profusion de petits Anglais angéliques. Ça m'a, évidemment, ça a attiré mon attention. Et puis, les travailleurs, les assistants sociaux expliquaient aux parents potentiels qu'il y avait toujours beaucoup trop d'enfants et pas assez de parents, ce qui est la situation complètement inverse de tous les autres pays. À partir de là, j'ai commencé à faire attention aux articles dans la presse britannique qui ne sont pas très nombreux et qui sont au cas par cas. Par exemple, un cas tragique où on se dit en le lisant, bon, ça doit être un accident. C'est une famille qui n'a pas eu de chance, qui est tombée sur un assistant social brutal, imbécile ou méchant, et ça n'arrive pas tous les jours. Mais il n'y a pas beaucoup d'articles sur le phénomène de masse. Oui, alors vous aviez vu ce diaporama, restait à comprendre comment ces enfants arrivaient sur le marché de l'adoption. C'est évidemment l'objet de votre enquête et je vous propose tout de suite de passer à l'écoute de votre reportage, un reportage que vous avez réalisé avec Patrice Hardy pour le montage. Le 24 février 2010, à la Chambre des communes, le Premier ministre Gordon Brown et les deux leaders de l'opposition produisent des excuses à l'intention des enfants britanniques arrachés aux familles pauvres pendant plusieurs décennies pour être déportés en Australie et autres pays du Commonwealth. À tous ces anciens enfants immigrants et à leurs familles, à tous et à chacun, je dis aujourd'hui, nous sommes sincèrement navrés. Et nous sommes navrés qu'il ait fallu si longtemps pour que cet important moment arrive et les excuses complètes et inconditionnelles qu'il mérite. C'est quelque chose qui s'est passé sous les gouvernements britanniques de tous partis. Et les excuses sont faites au nom de tous. Ce doit être notre héritage pour les générations futures. Faire tout ce que nous pouvons pour que les leçons de ces événements abominables soient apprises et appliquées, de sorte que de terribles erreurs comme celle-là n'arrivent plus jamais. Les excuses, vous le savez, ne calmeront jamais la douleur et le déchirement extraordinaire qui a été infligé à des centaines de milliers d'enfants et à leurs familles. La souffrance qu'ils ont endurée est simplement inimaginable. Les excuses qu'ils méritent maintenant sont illimitées. Mais les trois hommes savent-ils qu'un jour il faudra répéter ces excuses, car depuis 1967, les enfants volés ne sont plus envoyés en Australie, mais ils sont toujours volés et placés sur le marché de l'adoption.
3 mois jour pour jour avant ses excuses nationales, toujours à la Chambre des communes, Tim Yeo, un ancien secrétaire d'État et député conservateur dans le comté du Suffolk, expose sans mâcher ses mots 2 cas d'enlèvement d'enfants par les services sociaux survenus dans sa circonscription. Je souhaite exposer la politique du comté du Suffolk. Lorsque les parents ne souhaitent pas donner leur nouveau-né pour adoption, ce comté cherche activement des opportunités pour enlever les bébés à leur mère. Son personnel social le fait d'une manière qui, à mon sens, s'approche du kidnapping. Un juge dans une cour de justice familiale a récemment comparé les services sociaux à l'URSS de Staline et à la Chine de Mao. Les familles les appellent tout simplement par leurs initiales, les SS. Le 27 octobre, le personnel du comté, après s'être assuré que Jim était loin de la maison, le personnel donc est arrivé sans prévenir chez Carissa avec la police. Ils ont arraché Poppy, âgée de quelques semaines, des bras de sa mère, bouleversée. J'ai protesté et demandé des comptes aux autorités pour ce traitement injuste et cruel. J'ai reçu une lettre en réponse contenant cette phrase effrayante et complètement absurde. Je peux confirmer que l'enfant a été retiré sans préavis, avec l'assistance de la police, mais sans employer la force. Les SS n'hésitent pas à enlever les nourrissons à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé pour Annabelle à Birmingham, 36 heures après son accouchement. Les assistants sociaux sont arrivés juste après la naissance de ma fille et m'ont dit qu'ils n'allaient pas autoriser que ma fille sorte de l'hôpital avec moi et que je devais être au tribunal à 2 heures. Ça me laissait 1 heure. Alors mon père et ma mère ont dû venir me chercher en robe de chambre, en pantoufles et en t-shirt. Je perdais encore des caillots de sang parce que le bébé avait eu plein de caillots de sang sortant avec lui. Alors je suis allée à la cour en retard parce que je n'arrivais pas à me dépêcher, c'était impossible. Finalement à l'intérieur, je transpirais. Je ne pouvais pas m'asseoir droite, même pas garder les yeux ouverts, j'étais trop faible. Alors le juge m'a arrêté parce qu'il m'a vu arriver avec 1 heure de retard et il m'a dit que j'étais pas en état. Et j'ai dû sortir du tribunal. C'est là que j'ai vu mon avocat. Je lui ai demandé pourquoi j'avais dû venir à la cour comme ça, et il m'a répondu, ils m'ont dit qu'ils ne vous l'avaient pas demandé. Je lui ai dit, mais si, ils m'ont dit que je devais être ici à 2 heures. Je suis rentrée à l'hôpital à 10h30 du soir pour dire au revoir au bébé. Le seul crime d'Annabelle, c'est d'avoir porté plainte contre le père de son enfant devenu violent et dont elle s'est séparée. Maintenant, en Angleterre, les femmes qui sont battues par leur mari, et le contraire quelquefois, mais la plupart de ces femmes sont battues, ils ont peur parce que s'ils allaient à la police arrête le mari et les assistants sociaux prennent leur enfant parce qu'ils disent la maman n'a pas protégé les enfants de voir les violences domestiques. Ils sont traumatisés, les enfants, voilà, ils donnent les enfants à quelqu'un meilleur. Donc maintenant, les mamans, c'est préférable de rester battues que perdre les enfants pour toute leur vie. Yann Joseph est un ancien conseiller municipal expatrié dans le sud de la France. Il organise la résistance contre les SS à partir de son site internet Forced Adoption, dont le contenu est un véritable manuel de combat pour les familles. L'adoption forcée a été légalisée en 1976 et depuis, Yann Joseph explique aux parents qui l'appellent les mesures d'urgence pour se défendre contre les services sociaux. Dans certains cas, il offre un billet pour l'Irlande où l'on parle anglais ou pour l'Espagne où beaucoup de Britanniques ont des parents retraités ou des amis. Beaucoup de mamans sont allées avec enfants en hôpital, leur enfant n'a jamais sorti et c'est pour quelque chose de banal souvent. Au pire, il dit que la maman fabrique la maladie et il n'a aucune preuve de ça. Mais la chose la pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a un risque d'abus de cet enfant dans le futur émotionnellement. Il dit peut-être dans le futur vous allez abuser vos enfants. Et ça c'est le prétexte de prendre les enfants le plus fréquent en Angleterre.
En 2006, déjà, John Hemming, député libéral-démocrate à Birmingham, avait dénoncé à la Chambre des communes une longue liste de familles touchées. Ce n'est pas normal que lorsqu'une mère est victime de violences domestiques, on lui retire son enfant plutôt que de trouver une autre solution. Pour les enfants, en général, être placés en assistance sociale n'est pas une bonne chose. Nous devons donc être certains que c'est le choix juste. Or, une des difficultés, c'est le secret qui caractérise les services sociaux. Ils disent que le secret est là pour protéger l'enfant, mais il est surtout maintenu pour protéger les professionnels impliqués dans les accusations contre les parents. Je préside le groupe de coordination Justice for Families. Les familles sont compliquées. Les relations fondées sur l'affection plutôt que sur un arrangement contractuel ne sont peut-être pas un système fiable d'un point de vue légal, mais ces relations affectives sont beaucoup plus sûres pour un enfant que lorsqu'on s'occupe de lui d'une manière formelle. Sophie Palmer, une avocate ayant obtenu une bourse pour étudier la navigation, s'installe avec ses enfants Daniela, 8 ans, et Hugo, 2 ans, à Plymouth. Après une série de problèmes dans sa nouvelle vie, Sophie déprime et demande l'aide psychosociale. Les services sociaux lui expliquent qu'ils n'offrent cette aide qu'aux parents dont les enfants sont placés sur un plan de protection de l'enfance. Croyant à une formalité bureaucratique, Sophie signe pour ce plan. À partir de là, elle est accusée de vouloir se suicider et tuer ses enfants. En guise d'aide psychosociale, les services sociaux les lui retirent. Première étape sur la route de l'adoption, Sophie peut encore les rencontrer dans un centre de contact. Ils utilisent la détresse qu'ils me causent en me menaçant de prendre mes enfants, comme des preuves, pour les prendre. Et c'est ce qu'ils font depuis le début. Toutes les rencontres avec eux se sont passées comme ça. Parce que les rencontres, en fait, à la fin, ils prennent les enfants. Les enfants sont dans une telle détresse quand ils les prennent. Ils pleurent tellement à la fin de la rencontre. Je les consolais, je les câlinais. Je leur disais que tout irait bien, qu'ils reviendront. Et sur le rapport, ils ont écrit qu'ils pleuraient parce que je les serrais trop fort. Les rencontres, c'était le pire. Je pouvais les voir 1 heure par semaine. Et chaque semaine, je les trouvais de plus en plus bouleversés. De plus en plus confus. Et si je leur disais des choses comme pour les rassurer, je me bats pour vous, je vais au tribunal pour vous faire rentrer à la maison. Alors, on me disait que les rencontres seraient terminées, parce que j'enfreignais la règle, que je ne serais plus autorisée à voir mes enfants, si je continue à leur dire que je me bats pour eux. Les règles du centre de contact, ils voulaient que j'aie l'air heureuse. Ils voulaient que je donne l'impression à mes enfants que j'étais heureuse sans eux, que je continuais ma vie et que tout était merveilleux en leur absence. Et si je n'y arrivais pas, je n'avais plus le droit de voir mes enfants du tout. Si je leur donnais l'impression que je ne voulais pas en être séparée, je ne pouvais pas les voir. Alors je ne les ai plus vus. Dans un rapport sur Sophie destiné à la Cour de justice, une assistante sociale souligne qu'elle est incapable d'expliquer à ses enfants que c'est mieux de vivre en famille d'accueil. Ultime appel à l'aide, les parents affichent leur cas sur Internet, le plus souvent sur Facebook, bravant parfois l'interdiction de nommer leurs enfants. Sophie poste une vidéo de Daniela, filmée par une autre fillette au centre de contact. Maman, tu me manques. Maman, je t'aime. Je veux vraiment être avec toi maintenant.
Les assistants sociaux ont le droit d'opérer dans un secret complet. Ils interrogent les parents, qui ne peuvent pas voir les notes qu'ils prennent sur eux, mais qui sont par contre utilisées contre eux. Dans un cas que j'ai suivi, les preuves présentées au panel d'adoption, ce panel intervient avant la cour de famille dans le processus, ces preuves n'étaient simplement pas vraies, mais les parents n'avaient pas eu le droit de les voir. Une cour kangourou serait un bien meilleur nom pour le soi-disant panel. J'ai fait une enquête sur ses membres et on m'a dit qu'ils avaient un intérêt dans l'adoption, des parents adoptifs ou d'anciens adoptés. Autrement dit, cela veut dire que le panel est composé de personnes en faveur de l'adoption, de personnes qui ne tiennent pas compte des parents en cause. Ensuite, j'ai appris que le panel recommande presque toujours l'adoption et ne rend pratiquement jamais les enfants à leurs parents. Carissa et Jim ne sont accusés d'aucun délit. La punition qu'on leur impose est l'une des plus terribles qui puisse être infligée à des parents. Ils auraient plus de droits et seraient traités plus humainement s'ils étaient jugés pour avoir assassiné leur enfant. Maureen Spalek avait 3 enfants. Au printemps 2003, l'aîné, 4 ans, se fait renverser par un scooter. Maureen l'emmène aux urgences, mais il faudra 28 heures pour que la jambe cassée soit traitée. Entre-temps, Maureen a fait un scandale auprès du personnel, car l'enfant souffre et s'épuise. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve sa mère, qui gardait les 2 petits, 2 ans et 11 mois, effondrée. La police est arrivée et, sans mot dire, les a embarqués. Durant l'attente à l'hôpital, les SS avaient repéré Maureen et fait rédiger par les infirmières un rapport sur cette mère de famille rebelle aux autorités. Quelques semaines après que les enfants ont été placés en famille d'accueil, l'assistante sociale en chef m'a dit qu'il était certain que mes enfants allaient être adoptés. Ils avaient déjà entamé tous les contacts. L'adoption était lancée. Ils cherchaient des parents. Et finalement, j'ai trouvé une lettre sous la porte qui disait qu'il y avait eu une audience au tribunal à l'issue de laquelle les enfants avaient été adoptés, sans que je le sache, sans qu'on m'ait dit quoi que ce soit. Parfois, à l'adolescence, les enfants s'échappent et retrouvent leurs parents naturels. S'ils ont 16 ans, il n'est plus possible de les en séparer. Maureen espère que les siens la verront sur Facebook. Dans leur jardin, depuis 7 ans, ballons et jouets perdent leur couleur sous les balançoires. La dernière fois que je l'ai vu, ça a duré 2 minutes. Avec cette assistante sociale qui bouleversait. C'est un cauchemar. Je n'ai plus jamais dormi. Je pensais à elle. Je ne suis allé nulle part, vous savez. Il y a 3 ans, Derek Gibson a retrouvé Donna Marie, 26 ans, par le site Friends Reunited. Le dialogue s'établit et s'interrompt brutalement. Il semble que les services sociaux se soient interposés et aient menti sur Derek. D'autres parents pensent qu'on a profité de ce que Donna Marie a été enlevée à 2 ans et peut croire les SS s'ils lui disent que son père était un pédophile ou quelque chose comme ça. Ça fait maintenant 3 ans que je n'ai plus entendu parler d'elle. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai envoyé quelques cartes d'anniversaire. Et je ne sais même pas si elle les a reçues. Je veux juste la rencontrer. Rencontrer ma fille et lui dire la vérité. Et je vous dis que ce sera la même chose qu'à l'époque où elle était avec nous. On sait comment elle est. Ce sera la même chose. Ce ne sera pas long pour la connaître encore, je vous le dis. Je la connais toujours. Tout ce qu'ils veulent, c'est casser ce lien. Mais tout ça va se savoir. En 2000, le gouvernement avait fixé des objectifs d'adoption financièrement récompensés, les députés John Hemming puis Tim Yeo. C'est Tony Blair qui a créé les bonus financiers pour les assistants sociaux pour prendre les enfants d'une famille et les mettre avec une autre. L'argent était payé par le gouvernement à le conseil municipal,
Le fait qu'ils aient des objectifs pour augmenter le nombre de très jeunes enfants à adopter devait inévitablement mener à une situation où des enfants seraient pris à tort à leurs parents. C'est une mauvaise politique. Le problème, c'est que bien que les récompenses financières aient été supprimées, il y a une culture parmi les assistants sociaux qui consiste à croire qu'ils savent mieux que les autres. Et s'il y a une demi-chance de prendre un bébé à sa famille de naissance, âgé de quelques semaines seulement, ils le feront. Ils interviendront dans des familles qui sont très capables d'élever pourtant leur bébé. Il n'y a pas que les mamans et les couples qui se battent, il y a aussi les ex-partenaires et souvent les grands-parents. La petite fille d'Yvonne Stewart Taylor est née à 24 semaines à l'hôpital de San Diego durant les vacances de ses parents aux États-Unis. Elle est arrivée chez nous après un séjour dans un hôpital du NHS. Elle ne prenait pas de poids, ne se développait pas comme elle aurait dû. On a continué à voir les docteurs. Ils n'ont pas réalisé qu'elle avait besoin de lait maternel fortifié et du coup, elle était mal nourrie. Quand elle a été hospitalisée en janvier avec une grave infection pulmonaire, elle avait une jambe cassée. Je ne sais pas si c'est arrivé à l'hôpital ou à la maison. Mais ils nous ont accusés pour une blessure non accidentelle. Ils ont aussi trouvé une côte cassée et ils n'ont pas laissé notre petite fille quitter l'hôpital. Et une décision pour la placer temporairement en assistance sociale a été prise en cours de justice, nous accusant un des 6 membres de la famille d'avoir causé la blessure. Parce qu'aucun de nous ne se dénonçait, parce qu'aucun de nous ne l'avait fait, ils nous ont dit qu'elle serait l'objet d'une adoption forcée, à moins qu'un de nous se dénonce. Mais nous ne pouvions admettre quelque chose que nous n'avions pas fait. Alors on est parti pour 8 mois de cours de justice familiale. Nous avons demandé à l'hôpital de San Diego d'intervenir et ils ont envoyé par email leur diagnostic d'ostéoporose des bébés prématurés. Et ils ont expliqué qu'elle continuait d'en souffrir parce qu'on avait dû oublier d'ajouter les fortifiants au lait qui avaient été tirés de sa mère pendant que le bébé était en couveuse. Le témoignage de l'hôpital aide à innocenter la famille et surtout, l'enfant est né aux États-Unis d'une mère australienne non mariée au père, donc elle n'est pas britannique. Les autorités n'ont aucun droit sur elle. Yvonne, ancienne conseillère municipale, ne trouve plus de travail. Son mari, Terry, policier, découvre que la famille figure sur le registre des abuseurs d'enfants, une indiscrétion pour laquelle il sera suspendu. La famille ne sort pas indemne de l'aventure avec 2 séparations, dont celle des parents du bébé. Nous avons dû nous poser les uns les autres de terribles questions. Mon mari a dû me demander « Est-ce que c'est toi ?» Ce qui est une situation horrible. Ma femme n'est plus la même personne qu'en 2002. Cela la ronge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a d'autres gens qui ont été faussement accusés et cela a complètement détruit leur vie. Je suis terrifiée à l'idée que si une de mes brues est enceinte, les services sociaux vont encore rappliquer. Les services sociaux ne lâchent jamais une proie qu'ils ont mordue une fois. Lorsque des parents gagnent le retour de leur enfant au tribunal, ils reviennent à la charge avec de nouveaux prétextes. Durant 4 ans, ils ont enlevé à tour de rôle les 6 enfants des Burton que leur avocat a récupérés l'un après l'autre. Dans son bureau, l'affaire remplit une 40aine de dossiers sur 6 étagères. Elle a coûté 600 000 € à l'État. Tandis que leurs enfants étaient en famille d'accueil, le couple a été interné 3 mois avec leur bébé dans un établissement où les assistants sociaux observent les familles et jugent de leur capacité parentale. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ils ont beaucoup changé.
parce qu'ils ont été dans plusieurs familles d'accueil. Ça n'a pas été bon pour eux. Ma partenaire et moi, on s'était séparés. Le fait qu'on soit encore ensemble après 10 ans, c'est quelque chose. La séparation n'a pas duré. Ça s'est passé dans cette résidence. La plupart des couples là-bas se sont momentanément séparés parce que c'est une résidence très stressante. On avait notre proche chambre, c'est pas vraiment un appartement, une chambre. Il y avait 8 à 10 familles en même temps. Mark et Kerry vont se marier. La jeune femme est connue des SS car elle a été placée dans son enfance. À 2 jours de leur noces, ils font interdire son mariage car elle ne serait pas assez intelligente pour comprendre ce que signifie mariage. Comme elle est enceinte, le bébé passera directement de la maternité à l'adoption. Sans attendre, Kerry et Mark s'enfuient en Irlande où ils se sont mariés. Mais Melissa, qui a aussi été en famille d'accueil, a eu moins de chance. Les services sociaux l'ont surprise plus tard dans sa vie. Ils ont enlevé les 3 fils qu'elle a eus avec son mari, James. Ma femme a été abusée lorsqu'elle était placée. Elle a été violée lorsqu'elle était placée. Elle a été placée 11 ans. Elle n'a jamais été abusée par ses parents naturels. Ils lui ont écrit 2 fois par semaine, durant 11 ans. Elle n'a jamais reçu une seule lettre. Elle a été placée en 90. Et fin 91, la famille d'accueil a écrit aux autorités pour dire qu'ils n'en pouvaient plus avec elle. Ils voulaient qu'elle s'en aille. Ils n'en voulaient plus. Les SS détruisent aussi les parents d'enfants trop âgés pour être adoptés ou souffrant de réels problèmes. Linda a un garçon de 13 ans dont le comportement s'est dégradé à la mort du père. Il refuse d'aller à l'école. Linda appelle les services sociaux à l'aide. On lui envoie un employé du département de l'éducation qui entame une procédure pour la faire emprisonner parce qu'elle n'envoie pas son fils à l'école. Hélène a été adoptée à 2 ans avec sa sœur jumelle, mais l'expérience tourne au cauchemar. Une fois adulte, elle tente de retrouver sa mère naturelle, sans succès, car elle est décédée 3 ans auparavant. Alors, elle essaie de l'imaginer. On m'a dit qu'elle avait un désordre de la personnalité. Elle a aussi été accusée de négligence. On a tous ces problèmes, non? Ma mère naturelle, à mon avis, c'était une dépression post-natale. C'est ce que je pense. Mais 32 bébés. La dépression post-natale est plus fréquente en cas de naissance multiple. Hélène aura un fils autiste qu'elle élèvera seule. Mais à 16 ans, il s'amuse à dénuder les câbles électriques pendant qu'Hélène dort. Elle demande une place dans un établissement pour autistes. Les services sociaux, malgré un dossier médical complet, déclarent que l'adolescent n'est pas autiste, mais victime de la négligence de sa mère. Ils placent Hélène sur le registre des abuseurs d'enfants. Elle perd son emploi dans l'encadrement des jeunes et n'est même pas acceptée comme femme de ménage d'un supermarché. Pour ne pas coucher dans la rue, elle se prostitue. L'établissement où son fils est finalement placé réduit les contacts avec elle. Alison Stevens, présidente de l'association Parents contre l'injustice, l'aide dans sa démarche pour obtenir le droit de voir régulièrement son fils dont l'état se dégrade. Je sortais avec eux et ils parlaient. J'allais les voir le soir et ils parlaient. Depuis qu'il est dans cet établissement, il ne dit pas un mot, plus un mot, ni rien. Une fois, on est allé voir Jason là-bas. Et nous avons regardé par la fenêtre. Nous avons sonné et ça a pris 10 minutes pour que quelqu'un ouvre. Et nous regardions Jason dans la pièce, assis, tout seul, sans rien pour le stimuler. Une fois que nous avons été reçus, ils ont prétendu être si gentils et s'en occuper bien sûr. Alison Stevens, infirmière de profession, a été nommée l'an passé inspiration féminine de l'année par le quotidien Le Daily Mail pour son travail bénévole avec l'association Parents contre l'injustice. Il y a 25 ans, Alison, faussement accusée de maltraiter son bébé, avait elle-même prouvé son innocence avec l'aide de cette association. Lorsque les parents de la petite Madeleine McCann, disparue au Portugal, sont rentrés en Grande-Bretagne, ils ont demandé conseil à Alison au cas où les services sociaux chercheraient à leur retirer leurs 2 plus jeunes enfants. Nous avons 25 nouveaux cas par jour en ce moment.
Dans les premiers temps, nous en avions 1 millier par an. Je dirais que personnellement, j'ai dû voir 2000 cas. Les services sociaux attaquent les parents sous prétexte qu'ils sont narcissiques, coléreux, rebelles. Sarah Daniel, qui a été accusée de ne pas avoir de contact visuel avec son bébé lorsqu'il était dans ses bras, dit des SS, ils n'ont pas besoin d'avoir une raison, ils ont seulement besoin d'une excuse. Les obèses ont été classés abuseurs d'enfants par un groupe de réflexion de l'État et l'été dernier, les SS ont retiré 7 enfants à une famille de gros. Suite à une erreur de fécondation in vitro, Kim Bassi, d'origine indienne, a mis au monde une petite blonde. Les SS n'ont pas aimé, ils l'ont prise et par la même occasion, ses 2 frères. Et puis il y a le terrible syndrome de Munchausen par proxy, ou la maltraitance de son enfant dans le but d'attirer l'attention, inventé par le diabolique docteur David Southall qui suffoquait des nourrissons à l'hôpital de Stafford dans un but scientifique. Comme le syndrome d'Asperger, inventé lui par un Autrichien en plein nazisme, ces désordres de la personnalité sont inégalement reconnus en Europe. Ils ne sont pas qualifiés pour faire un diagnostic du syndrome de Munchausen par proxy. Par exemple, il y a eu un cas à Birmingham avec un enfant qui avait une fracture. L'assistante sociale a dit à ma cliente, je trouverai comment cette fracture est arrivée. Mais que croit-elle être? Elle n'est pas une pédiatre ou une radiologue, elle n'est rien qu'une assistante sociale. Elle ne peut pas produire une décision médicale ou un diagnostic. Eh bien, ils ont fait ça. Services sociaux, comment dormez-vous la nuit en détruisant la vie des enfants? Comment vivez-vous votre vie en nous volant les droits de l'homme? Composé et chanté par Paul Elsey. Trevor Jones, à Londres, est l'un des conseillers bénévoles de Parents contre l'injustice répartis dans tout le pays. C'est ça qui est tragique. C'est ce qui m'a motivé pour agir depuis toutes ces années. De voir le trauma et le dommage fait aux familles, en particulier aux enfants. Les enfants sont sérieusement blessés lorsqu'ils sont retirés, même si c'est seulement pour quelques jours. Ils gardent cette peur de la séparation. La peur du vide les prend quand ils dorment, que ça arrive encore. De force, parce qu'ils ne veulent jamais partir. Regardez ça, vous voyez comment cela affecte l'esprit des jeunes enfants. Ce n'est pas étonnant du tout qu'ils aient plus tard de sérieux problèmes. Dans les cas que nous avons traités, nous pouvions vraiment voir les dégâts. Les avocats qui défendent la loi naturelle de la famille sont peu nombreux, si l'on considère qu'en 2008, les cours de justice ont refusé aux services sociaux l'enlèvement de 20 enfants sur 7340. Brendan Fleming, à Birmingham, est l'un des plus réputés. Ce qui vraiment nous énerve, c'est quand l'État dit « parce que vous avez des difficultés, vous n'êtes pas assez brillant pour élever vos enfants ». Nous aussi, nous avons des difficultés intellectuelles, car nous ne pouvons pas comprendre comment vous pouvez retirer les enfants de parents, au demeurant très bons parents. Parce que quand nous nous penchons sur ces cas, nous voyons que ces personnes, soi-disant retardées, ne battent pas leurs enfants, ne les abusent pas sexuellement, ils ne se droguent pas, ne commettent pas de délits. Ils sont ceux qui méritent le plus d'être aidés. Un peu d'aide pratique coûte si peu d'argent en comparaison avec les milliers de livres dépensés pour acclimater les enfants à de nouvelles personnes, ou dans le coût des rapports psychiatriques et des professionnels de pacotille. Ce sont des cas qui nous énervent singulièrement et généralement. Nous mettons 2 avocats dessus, un pour faire le travail légal et un pour faire le travail social.
Nous nous battons bec et ongles pour garder les enfants avec leur famille. Je suis un fanatique des enfants élevés par leurs parents naturels. Je ne voudrais pas travailler dans un autre secteur légal. J'essaie de sauver le monde, un cas à la fois. Laissez nos enfants tranquilles, le célèbre refrain des Pink Floyd dans The Wall. Les deux piliers nationaux de la destruction des familles s'appellent Cafcass, le support des cours de justice familiale, et Barnados, qui conçoit le travail social sur l'enfance. Cafcass et Barnados n'hésitent pas à vanter leur politique plus interventionniste qu'en Europe continentale. Mais parce que les services sociaux sont critiqués ouvertement pour avoir manqué les quelques véritables parents criminels dont on a connu l'existence à la mort des enfants, Cafcass et Barnados les encouragent à pêcher au chalut. Fin 2008, il y a 8677 demandes d'enlèvement d'enfants ou de groupes de frères et sœurs. Fin 2009, 12 994. Pour un semestre en 2010, 5222. Ces deux enfants ont été assassinés par leurs parents d'après l'assistante sociale qui a envoyé la police chez eux. En réalité, la famille a roulé sans arrêt jusque dans le sud de l'Espagne, puis quand on leur a fait croire qu'Interpol les recherchait, ils ont roulé dans le sens inverse. Un ferry les a emmenés de France en Irlande, où ils sont devenus demandeurs d'asile. Nous avons tout perdu, mais nous avons gardé les enfants. Oui, nous avons gardé les enfants. C'est plus important que tout. Je ne crois pas que Ken soit trop ennuyé, en fait. Il ne se rappelle pas. Il sait que nous avons perdu nos animaux de compagnie. Ils veulent... Oui, un chihuahua, un petit chihuahua. Nous ne sommes pas en position de prendre des animaux pour l'instant. En Angleterre, la grand-mère des enfants a été arrêtée parce qu'elle refusait de fournir des photos d'eux à la police. Dans le commissariat, elle a eu une crise cardiaque et s'est retrouvée à l'hôpital gardée par 4 policiers. La police a gardé son téléphone 4 mois et n'a jamais rendu la carte SIM. Nous n'avons pas vraiment rencontré de gens désespérés. Nous avons parlé à d'autres personnes sur le point de partir. Nous avons parlé à quelques personnes en Espagne. Nous avons parlé à quelques autres en Irlande. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas désespérés pour ce qu'ils laissent. Ils quittent le Royaume-Uni désespérés parce que vous savez que vous ne gagnerez pas. Beaucoup de familles ne peuvent même pas parler à cause de l'ordre de bâillonnement. J'ai entendu parler de gens qui sont allés en prison pour avoir passé outre le mandat de silence. Ne pas parler aux journaux, ne pas critiquer le Royaume-Uni. Mais ce n'est pas un problème pour les services sociaux d'afficher vos enfants dans les magazines d'adoption avant même qu'ils soient en famille d'accueil. Avant que le jugement ne soit donné. Oui, ils peuvent afficher vos enfants sur des sites internet pour les potentiels adoptants. Sam Haymond s'est réfugié en Espagne avec sa compagne pour garder leur second bébé après l'enlèvement du premier. Il a fondé une association légale, Freedom Advocacy and Law, pour servir de base à une procédure collective contre le Royaume-Uni à la Cour criminelle internationale de la Haye. Il y a déposé une plainte le 1er juillet 2010 et le 20 juillet, la Cour l'a reconnue. En Angleterre, James Moore est son partenaire. N'importe où hors du Royaume-Uni, les parents tueraient pour garder leurs enfants. Mais ici, dans ce pays, nous ne pouvons même pas parler pour les défense.
Sophie et Hugo Palmer, 8 et 2 ans, enlevés en avril 2010 à Plymouth. Nathanaël, Jamie et Benjamin Moore, 13, 9 et 7 ans, enlevés le 3 mars 2009 à Nottingham. Kia Jamie Lee Butler, 2 ans, enlevé en mai 2010 dans le Hertfordshire. Elle May Williams Piper, enlevé le 22 septembre 2002. Ruby Williams Piper, enlevé le 21 janvier 2004. Leslie Williams Piper, enlevé le 23 mai 2005. Poppy Williams Piper, enlevé le 2 juin 2007. Toutes les 4 dans le Kent. Rachel et John Spalek, nom d'adoption Holland. 10 et 8 ans, enlevés en 2003 à Liverpool. Sarah Coulter Phillips, 1 an, enlevée en 2009 dans le Gloucestershire. Donna Mary Gibson, enlevée en 1984 à Stafford. Shakira, Shaba et Shira Bassi, enlevés en mai 2009 à Birmingham. Ellie J, 2 ans, déclarée bonne pour adoption le 17 novembre 2010 par un tribunal du Somerset. Pour n'en citer que quelques-uns. Voilà donc pour cette enquête de Florence Bellone réalisée avec la complicité de Patrice Hardy, une enquête pour laquelle on cherche un peu les mots, stupéfiante, surréaliste, choquante. Vous la concluez, Florence, cette enquête avec cette liste d'enfants volés à vos témoins, oui. Pour n'en citer que quelques-uns. Rappelons les chiffres de ces dernières années, en moyenne annuelle, plus de 10 000 enfants. Alors on va arriver à 12 500 en principe quand ils auront donné les derniers chiffres de l'année 2010, hein, c'est un petit peu comme les chiffres financiers, il y a un petit retard, ça peut arriver à 12 500 parce qu'effectivement depuis les dernières histoires de meurtres d'enfants qui ont défrayé la chronique, les services sociaux ont mis les bouchées doubles, c'est 2 fois plus, 3 fois plus. Comment vous pensez qu'on rate un enfant qui a vraiment été tué, alors ils enlèvent tout le monde. Un mot sur cette loi de bâillonnement que vous évoquez dans le reportage. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que correspondante de la presse étrangère, vous avez peut-être eu plus facilement accès aux familles et à certains dossiers? Non, au départ pas du tout. Ça m'a pris des mois pour arriver à voir les premiers. En fait, c'est seulement quand Alison Stevens, la présidente de Parents pour l'injustice, a commencé à parler un petit peu de moi à tout le monde que tout d'un coup des gens sont venus vers moi. Mais au début, les premières personnes que j'ai rencontrées m'espionnaient même pendant 1 heure, 1 heure et demie sur le lieu de rendez-vous pour voir des fois que je sois une taupe des services sociaux, bien malgré mon gros accent. Donc non, bien sûr, ce gagging order, ordre de bâillonnement, une chose absolument terrifiante pour les familles. Ils vont en prison. Oui, ça fait partie de ces choses que votre reportage apprend et qu'on ignorait, je dirais, sur la société britannique. Alors, chaque cas que vous évoquez est évidemment une épreuve, on le sent bien, et il y a notamment le cas de Sophie qui n'arrive pas à se retenir pendant votre interview et qui apprend effectivement qu'on va lui enlever ses enfants et qu'elle n'aura même plus le droit de les voir parce qu'elle a été trop maternelle. Vous avez vécu en direct, je dirais, cette espèce de sanction. En fait, une assistante sociale a téléphoné pendant que j'étais chez elle. Elle essayait d'obtenir que sa tante soit la gardienne de l'enfant. Mais en général, ils essayent d'écarter toutes les familles. Et l'assistante sociale a téléphoné pour dire qu'au tribunal, elle allait recommander, c'était extrêmement vicieux, sadique, recommander que sa tante ne soit pas autorisée à être la gardienne. Auquel cas, Sophie perdait la trace de l'enfant. C'est probablement ce qui va se passer. C'est en janvier qu'elle aura l'audience finale. Et je ne vois pas beaucoup d'espoir, à part un changement général de loi. Je crois que ces 2 enfants vont partir sur l'adoption, en effet. Alors, vous l'avez dit ici, avec cet ordre venu d'en haut, cet ordre des services sociaux, penchons-nous un petit peu sur le système. Comment est-ce que cela fonctionne réellement quand les parents apprennent qu'on va leur prendre leurs enfants? On a évoqué ce panel d'adoption, on a évoqué un centre où les parents sont surveillés pour voir réellement comment ils s'occupent de leurs enfants, et puis il y a ces cours familiales de justice. Comment est-ce que pratiquement ça fonctionne? D'abord, il faut savoir que
Alors, les services sociaux s'attaquent en premier lieu à toutes les familles les plus vulnérables, au niveau financier et aussi vulnérables au niveau de l'éducation, qui n'ont pas le réflexe de défense, le réflexe de l'avocat, qui pensent qu'il faut être riche pour avoir un avocat et qui ne comprennent pas tout ce langage de baron, de Munchausen par proxy et toutes ces salades, bien sûr. Donc ces gens ont tendance à paniquer. On leur présente une liste d'avocats parce qu'ils ont droit à un avocat payé par l'État, par loi, pour se défendre. Mais la liste est évidemment celle des services sociaux. Les avocats sont acquis. Voilà. Et donc, s'ils n'ont pas l'idée d'aller voir une de ces associations et d'avoir le bon avocat, il n'y a pas que l'idée. Il y en a très peu des bons avocats. Brendan Fleming, il est débordé. Ils ont des lits dans les bureaux pour dormir sur place parce qu'ils tellement de travail ils ont. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On demande à la cour un ordre en fait d'enlèvement d'enfants. Parfois il y en a plusieurs, temporaires, d'urgence et définitifs. Mais les services sociaux, en fait, les parents ils les amènent physiquement par principe, mais les services sociaux peuvent obtenir l'ordre tout seul de la cour. Et la cour donc sans audience contradictoire. Absolument, les témoins on n'a pas le droit d'emmener des témoins. Les journalistes ne rentrent pas dans les cours, les amis, les familles ne rentrent pas dans les cours. Il peut y avoir une ou deux personnes pour vous soutenir, mais enfin moi j'ai vu des assistantes sociales qui ne savaient pas que j'étais journaliste dire à cette dame Linda, elle est appelée dans mon reportage, non, vous n'avez pas le droit d'amener des gens de l'église avec vous, on n'a pas besoin de gens d'église dans l'audience. Elle voulait des gens de l'église pour la soutenir parce qu'elle est croyante. Donc ils font absolument ce qu'ils veulent et les cours de comté n'ont pas beaucoup de pouvoir parce que c'est la common law en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que ce qui fait foi à la cour, c'est le cas précédent. Tant qu'à la cour d'appel ou à la haute cour, on n'a pas cassé cette habitude de dire ok, l'assistant social apporte un dossier, il a rempli, il a coché les petites cases, c'est en règle, le juge pratiquement dit bon allez-y, adoptez. Oui. Il y a dans les structures judiciaires, un de vos témoins évoque l'idée de faire un recours devant la Cour internationale de La Haye. Oui. Mais là aussi, on pourrait se dire, par rapport au nombre de cas et au nombre de cas a priori révoltants, on peut s'étonner qu'il y ait si peu de Britanniques qui effectivement aillent voir plus haut à l'instance européenne. C'est aussi un peu par ignorance. Non, le problème de l'instance européenne, c'est que c'est très long. Vous allez à Strasbourg, vous demandez à aller à Strasbourg, d'abord c'est très cher. Et c'est très long. Il faut 2-3 ans parfois d'attendre. Et un enfant, ça grandit. Un enfant, c'est une question d'urgence. Donc la Cour européenne, oui, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont y aller. On se dit qu'au cas par cas, ça peut bouger les choses, mais ça bougera les choses en 10-15 ans. À La Haye, ça bougera peut-être pas les choses plus vite, mais c'est une action collective pour dénoncer en quelque sorte le Royaume-Uni pour crimes contre l'humanité. C'est une démarche différente. Alors dans le monde politique, il y a Tim Yeo, il y a John Hemming. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Yeo et d'autres Hemming qui sont en train de percer maintenant que les affaires éclatent, que la presse britannique quand même en parle de temps en temps? On ne va pas dire que c'est votre reportage qui va faire bouger les choses à la Chambre des communes, mais quand même, est-ce qu'il y a une prise de conscience, et notamment depuis les regrets manifestés par les leaders des formations politiques et qui ouvraient votre reportage? Alors les regrets donc qui étaient pour une toute autre affaire, non, ça ne changera rien puisque officiellement, je ne sais pas si c'est vrai, mais ces trois leaders personne n'est au courant. Disons que c'est une affaire, c'est quelque chose qui se passe de manière souterraine. Et oui, des députés le savent, Tim Yeo, John Hemming l'ont vu, ils le savent parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux vus, parce que des gens dans leur circonscription les ont appelés à l'aide. Tim Yeo m'a dit qu'ils étaient un petit groupe de députés qui seraient absolument déterminés à mettre ça sur la table du Parlement. Mais il y a 650 députés, et vous savez comment c'est dans un Parlement, quand un député dit voilà, il faut mettre ça sur la table, s'il y a d'autres priorités électorales, ça peut traîner des années et des années. Cela dit, sous un gouvernement qui n'est pas travailliste, puisque les travaillistes sont grandement complices dans cette politique, il y a un petit peu plus d'espoir peut-être. Alors ces instruments de cette politique d'adoption, les services sociaux, Cafcass, Barbados, on est aussi étonné, je dirais un peu par l'impunité qu'ils ont l'air d'avoir pour tout leur fonctionnement, pour tout leur geste. Tim Yeo avait suggéré la suspension de Cafcass au Parlement. Bon, c'est tombé
c'est tombé à plat. Mais Caritas et Barnardos, ce sont deux organismes presque d'État, enfin qui travaillent avec l'État, absolument monstrueux. Barnardos est en principe une œuvre de charité, ça vient de Thomas Barnardo, l'homme qui a presque inventé l'adoption en Grande-Bretagne et qui a également inventé la déportation des enfants. Il a vendu 18 000 petits Britanniques qu'il a ramassés dans l'East End de Londres au 19e siècle, 18 € pièce aux Australiens et à d'autres pays du Commonwealth. C'est cette pratique-là qui a été abolie en 67, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Ça a commencé en réalité bien au 19e siècle. Alors nous, avec notre regard latino-germanique, on ouvre vraiment de grands yeux, mais vous avez l'impression, vous, que ces pratiques, à la limite, paraissent moins étranges, moins barbares dans le monde anglo-saxon? Malheureusement, oui. Je me suis aperçue en cours de reportage qu'il y avait le même phénomène dans certains États des États-Unis et dans les pays du Commonwealth, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Ça existe peut-être pas avec une telle dimension. Là, en ce moment, c'est une dimension de panique. C'est une espèce de... C'est de la pêche au chalut, vraiment, en Grande-Bretagne. Et puis, c'est un pays très, très peuplé, très concentré. C'est aussi beaucoup plus visible. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans le fond des montagnes rocheuses. Mais oui, ce management, mass management, c'est-à-dire l'État décide où mettre les enfants, quels sont... Ce qu'a décrit Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. On sait ce qui est bien. Voilà. On sait ce qui est bien pour vous. Destruction de la famille, en fait, parce que c'est une source de problème social. Hein. Évidemment, il extrapole, mais avec les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Ici, je dirais que les services sociaux, c'est les delta minus de la société. Oui, c'est une tendance anglo-saxonne, effectivement. Une partie dont on ne parle pas, mais évidemment elle est sans doute encore plus difficile à connaître, à pénétrer, c'est le monde des parents adoptifs. Les parents adoptifs, je pense que de très bonne foi, vu la difficulté qu'on a de réaliser ça soi-même quand on n'est pas concerné par ce problème, bien qu'on vive en Grande-Bretagne, je pense que la plupart n'ont pas idée de ça. Bien sûr, il peut y en avoir quelques-uns qui s'en fichent, qui passent au-dessus, ou comme le disait Timéo, finalement, qui occultent, parce que leur besoin émotionnel d'avoir un enfant est plus fort que l'envie de découvrir un scandale. C'est derrière, oui. Mais un jour, bien sûr, il va y avoir, ça, ce seront des doubles excuses, parce que tous les parents adoptants ont été trompés. Un dernier mot, Florence, il y a quand même une lueur d'espoir peut-être dans justement cette possibilité aujourd'hui pour les parents, pour les associations de faire connaître leur action ou de faire connaître leur découragement dans Internet, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il est peut-être aussi de plus en plus difficile d'occulter le véritable fonctionnement de Caritas et des services sociaux. Oui, absolument, parce que le fameux ordre de bâillonnement, de moins en moins de gens le respectent sur Internet et les services sociaux ferment des comptes les uns après les autres, enfin les font fermer par Facebook quand il y a des choses qui ne veulent pas voir dessus, mais on en rouvre toujours d'autres, hein. C'est comme des poupées russes avec des nouveaux noms et moi j'ai l'impression que c'est une bulle qui gonfle, j'espère que je ne me trompe pas. Il me semble que c'est une bulle qui gonfle avec également de plus en plus d'articles sur le phénomène dans le Daily Telegraph par quelques journalistes. Je pense que tôt ou tard ça s'arrêtera, la question c'est de savoir si tôt ou tard vraiment. Merci beaucoup Florence Bellone pour votre reportage, pour votre présence en studio, un reportage que vous avez réalisé donc avec Patrice Hardy. Le dossier ne se referme pas, je suppose bien que vous allez rester attentive à ces prochains développements. Ce n'est sans doute pas cette émission seule qui agira comme électrochoc sur la société britannique, mais d'une certaine manière, le mur du silence a été rompu, en tout cas de l'autre côté de la Manche. Merci. Cette émission, comme toutes celles de la saison, peut évidemment être réécoutée sur le site web de la RTBF. Florence, bon retour à Londres. Samedi prochain, nous retrouverons Jacqueline Niès pour notre rendez-vous annuel des radios francophones publiques, le prix du journalisme qui opposera des reportages réalisés par 4 journalistes de Radio France, Radio Canada, à la Radio Suisse romande et bien sûr la RTBF. Vous avez déjà été fort nombreux à vous proposer pour faire partie du jury des auditeurs de cette compétition amicale. Dans quelques instants, c'est Diane Burgel-Vernet qui vous proposera le journal de 13h. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent week-end. Transversal.
On revient maintenant sur ces adoptions forcées en Grande-Bretagne, ces enfants qu'on enlève à leurs parents jugés inaptes à leur éducation. Il y a 3 mois, nous vous révélions cette situation avec le reportage de notre correspondante en Grande-Bretagne, Florence Bellon. Vous avez été très nombreux à l'époque à réagir, très émus par cette situation, et on y revient aujourd'hui avec un nouveau témoignage qui confirme que ces adoptions forcées se poursuivent avec les déchirements que ça entraîne pour les vrais parents. Il semble d'ailleurs que le rythme des enlèvements d'enfants à leur famille par les services sociaux britanniques n'a pas ralenti. Les services sociaux britanniques qui disent d'ailleurs vouloir que ce nombre d'adoptions augmente, quadruple même, ce sont leurs termes. Voici donc l'histoire de Samantha Thomas, l'une des mamans visées alors qu'elle était à peine enceinte. Aujourd'hui, c'est Carole, sa maman, la mère de Samantha, donc qui se bat contre l'adoption de sa petite fille, Ellie J, qui a 2 ans et demi. Son seul et unique moyen, le dire et le crier sur tous les toits qu'il réclame effectivement Ellie J, et braver ainsi ce qu'on appelle l'ordre de bâillonnement. Explication reportage Florence Bellon. Cette histoire est interdite au Royaume-Uni. Les journalistes britanniques qui la publieraient seraient passibles de prison pour outrage à magistrat. Ce délit, dans le langage des parents dont les services sociaux s'emparent des enfants, on l'appelle l'ordre de bâillonnement. Carole, la grand-mère d'Ellie J, nous lit cet ordre qu'elle a reçu par écrit de la haute cour de justice d'une petite ville des Cornouailles. Conformément à la juridiction de la Haute Cour, la seconde défenderesse, Carole Hughes, devra, sous 48 heures à réception de cet ordre, retirer toute information de toute nature concernant l'enfant Ellie J. Thomas, publiée sur YouTube ou autre site internet, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, qui contiendrait des détails de la procédure en relation avec le dit enfant en particulier, mais pas exclusivement. Des photographies d'Ellie J, des documents issus de la procédure, des références à l'implication d'Ellie J dans cette procédure ou dans d'autres. Il lui est interdit, soit par elle-même, soit en encourageant ou suggérant à une personne de le faire, d'afficher, de télécharger, de faire circuler ou de publier de n'importe quelle manière à l'intention du public en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, toute information en relation avec le dit enfant ou avec cette procédure ou toute information permettant d'identifier le dit enfant. Les services sociaux ont connu la fille de Carole, mère d'Ellie J, Samantha, parce que durant son adolescence, elle a suivi une thérapie à la suite d'une dépression. Adulte, Sam tombe enceinte et bien que son partenaire l'ait quittée, elle souhaite garder son enfant. Un assistant social lui rend visite durant 20 minutes et rédige un rapport défectueux sur la maison. Il y manquerait les objets essentiels pour accueillir un bébé. Il était écrit que Sam ne pourrait quitter la maternité sans que les services sociaux et la police soient impliqués. Donc il était clair qu'ils allaient prendre le bébé. Alors j'ai fait des recherches pour savoir si c'était légal. Quand j'ai contacté mon député, je pensais honnêtement qu'il me dirait « Ne vous inquiétez pas, Carole, cela ne se fait pas, ce n'est pas vrai ». Mais non, quand mon député m'a rappelé, il a confirmé, oui, ils prennent des enfants sans raison apparente pour les faire adopter. Vous n'êtes pas en sécurité au Royaume-Uni. Vous devriez partir. Un autre député, John Hemming, est le chef de file dans la bataille parlementaire pour faire connaître ou admettre au gouvernement la réalité de la protection de l'enfance en Grande-Bretagne. La difficulté, c'est que le ministre de l'Enfance, Tim Loughton, ne croit pas qu'il y a un vrai problème. Et je crois que c'est en partie à cause de l'ampleur de ce problème. Mais beaucoup de députés l'admettent, alors nous espérons progresser au Parlement. Je ne crois pas que le Premier ministre soit au courant. S'il l'était, il agirait certainement. Mais il y a beaucoup de ministres au cabinet qui ne voient pas ce problème. Mais je crois que ça va changer. Mardi, j'expose devant le comité parlementaire des questions graves le cas des personnes menacées lorsqu'elles parlent à leurs députés. Et j'ai déjà le soutien de 60 députés. Je crois qu'il y aura des changements sous l'actuel gouvernement de coalition. Espérons que nous arriverons à résoudre le problème en Angleterre sans l'aide de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons déjà dû référer un certain nombre de cas à cette Cour. Carole abandonne son travail d'informaticienne pour le ministère de la Défense et s'enfuit avec Samantha, enceinte, par le ferry.
L'Irlande est vraiment pro-famille. Ils font tout leur possible pour maintenir les familles ensemble. Et ils n'ont pas une loi qui permet d'adopter votre enfant sans votre consentement. Nous avons expliqué la situation, que nous pensions qu'ils allaient prendre ma petite fille et que nous ne la verrions plus jamais. La première réaction des services sociaux a été « Ne soyez pas stupide, ça n'existe pas des choses pareilles ». Ils ont laissé Sam rentrer à la maison. Ils sont venus voir la maison, contrôler Sam, la santé publique s'en est mêlée, le docteur nous a vus. Chaque professionnel avec qui nous avons été en contact était satisfait de voir qu'on s'occupait bien d'Elijah, qu'elle était un petit bébé heureux. Ma fille est naïve parfois. Super, plus personne ne m'embête. Je peux retourner au Royaume-Uni avec Elijah pour les vacances. Je peux aller voir mes amis. Je peux leur montrer mon bébé. N'oubliez pas qu'elle avait dû s'enfuir du jour au lendemain. Moi, je ne voulais pas que Sam aille avec Elijah là-bas. Je ne le sentais pas. Ce serait la fin au Royaume-Uni, même si l'Irlande était contente de nous. Malheureusement, j'avais raison. Très vite, les services sociaux repèrent Sam et lui font savoir que son cas est clos. Elle peut rester au Royaume-Uni et même les appeler si elle a besoin d'aide. Sam comprend que les services sociaux l'ont manipulée lorsqu'elle est internée dans une maison d'observation parentale où des caméras la surveillent 24 heures sur 24. Sa santé se détériore, elle demande à Carol de venir chercher d'urgence Elijah, âgé d'1 an, et prépare sa propre fuite séparément. Mais au ferry, un policier frappe à la fenêtre de la voiture de Carol. Je lui ai demandé si je refuse de vous suivre. Et il a dit, eh bien, ça rendra les choses difficiles. Alors j'ai fermé la fenêtre et verrouillé les portes et je les ai regardées. Et il m'a regardé et s'est gratté la tête. Je ne peux pas commettre un crime. J'ai regardé Elijah sur la banquette arrière. Elle dormait profondément et j'ai pensé, je ne peux pas commettre un crime, je ne peux pas démarrer et fuir. Quoi que je fasse, elle sera bouleversée, elle pleurera. Alors j'ai cédé et je les ai suivis au commissariat. Elijah a dormi sur ma poitrine pendant 5 heures au commissariat. Quand les assistants sociaux sont venus la chercher, ils m'ont fait transférer Elijah et ses affaires dans leur propre voiture. Ils m'ont demandé de l'attacher sur son siège et de lui dire au revoir. Je ne voulais pas perturber Elijah. Alors je lui ai dit, là je dois te laisser, mais je serai là tout à l'heure. Et je lui faisais au revoir avec la main comme si c'était un jeu pour qu'elle ne pleure pas. Mais elle savait qu'il se passait quelque chose. Parce que les expressions d'Elijah, vous pourriez voir ça sur n'importe quelle photo d'elle. Elle est tellement expressive, vous savez exactement ce qu'elle pense. Elle savait que quelque chose de mal arrivait cette nuit. C'était 1h du matin, il faisait sombre, je lui faisais au revoir de ma main et elle partait avec des inconnus et elle savait que ce n'était pas bon. Et je lisais sur son visage qu'elle savait. Carol reverra Elijah dans un centre de contact. Je me suis assise dans la salle et Elijah était à l'autre bout et nous nous sommes regardés. Quand elle était avec moi, j'avais l'habitude de faire de petites choses comme mettre ma joue contre la sienne. Et là, je l'ai regardée, et ce que j'ai fait, c'est, avec mes dents, elle m'a fait un sourire massif. Elle est venue droit sur moi. Donc elle savait, elle se souvenait de toutes ces choses, bien qu'on ne me permettait pas de la prendre dans mes bras. Le 20 novembre dernier, elle a été placée pour adoption. Petit à petit, Sam s'enferme sur elle-même, ne se défend plus, coupe les liens avec Carol et ne se rendra pas au bye-bye contact pré-adoption. Carol, elle, verra le sien annulé parce qu'elle a enfreint la loi en mettant des photos et vidéos d'Elijah sur des sites comme YouTube. Conformément à la juridiction de la Haute Cour, la compagnie connue sous le nom de YouTube.com devra, sous 48 heures à réception de cet ordre, retirer de son site toute information en relation avec Elijah ou cette procédure,
et dans l'éventualité où une telle information serait affichée dans un avenir proche ou lointain, devra la retirer immédiatement. Parce que sur YouTube et autres sites, la campagne intitulée « N'adoptez pas Elijah fait toujours rage », nous avons demandé une interview avec un responsable de YouTube.com. Normalement, il ne faut même pas 1 heure pour que disparaisse du site une vidéo jugée illégale. Faute d'accepter l'interview, un porte-parole répond à nos questions par email. YouTube se conforme aux ordres des tribunaux lorsqu'ils sont valides, mais nous ne ferons pas d'autres commentaires. Faut-il comprendre que la Cour de justice intimide les parents mais n'envoie pas véritablement l'ordre au site Internet ? En tout cas, à la fin de l'ordre en question, il y a un rappel en caractères gras. Si vous n'obéissez pas à cet ordre, vous serez coupable d'outrage à magistrat et emprisonné. Aussi, Carole est-elle restée en Irlande? Voilà donc pour